Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis bien content de vous retrouver pour se faire donc une petite vidéo sur le MotoGP. On va donc se faire un tour de l'actualité. Ouais, bon bah comme d'habitude, des rapides introductions, hein, pour ça vous abonner, à lâcher le petit like, on est parti. Allez, on commence donc rapidement cette vidéo et on va donc revenir sur cette nouvelle pièce qui a fait quand même pas mal parler sur cette Honda 2022, ce bras oscillant en aluminium made in Calex. Et oui, du coup, Honda a sous-traité une pièce de sa machine. C'est presque du jamais vu, même je crois que c'est du jamais vu sur cette Honda en MotoGP. Et on a donc un autre pilote, pas Honda mais Ducati, qui est revenu un petit peu là-dessus. Et je voulais vraiment donc vous montrer ses propos. Il a déclaré: je trouve difficile à comprendre que par exemple Honda utilise un bras oscillant Calex. Honda Racing Corporation a besoin de solliciter un fournisseur externe pour leur fabriquer un bras oscillant. Ça n'a absolument aucun sens. On parle de Honda, le plus gros constructeur de motos au monde. Je ne sais même pas combien de titres ils ont. Ça montre juste que Marc leur a beaucoup manqué depuis sa blessure. Comme on fait son lit, on se couche. Honda a tout construit autour d'un pilote, pas seulement l'équipe d'usine, mais l'équipe satellite également. Et maintenant, on a un seul pilote capable de piloter cette moto. Il termine en mettant une petite couche en disant: Honda est dans une situation très difficile depuis quelques années. J'espère qu'ils s'en sortiront et, étant Honda, je suis certain qu'ils y parviendront. Et je pense aussi que Honda va s'en sortir, mais quel va être le prix à payer, clairement. Et heureusement pour Honda que Marc Marquez semble revenir dans une forme physique intéressante, que ce soit pour lui ou pour sa marque, pour le constructeur, parce que sans Marquez, on a l'impression qu'Honda est incapable de réaliser quoi que ce soit. Et moi, je me pose toujours cette question, c'est qui pourra à l'avenir remplacer Marquez? Marquez a 29 ans. Si on imagine qu'il va de mieux en mieux et qu'il peut retrouver sa place de leader, que ce soit dans le championnat ou en tout cas chez Honda, bon, on a encore quelques années pour voir venir les choses. Mais c'est vrai que tu te poses quand même cette question, qu'est-ce que va être l'après Marquez chez Honda quand on voit aujourd'hui l'état de cette machine et l'état des résultats? Ça fait quand même assez peur. Et la représentation pour moi de ces interrogations, c'est bien évidemment ce bras oscillant en aluminium made in Calex. Ça démontre bien qu'aujourd'hui Honda va un petit peu dans tous les sens, qu'ils essaient de trouver des solutions de partout, jusqu'à quand même à sous-traiter. C'est quand même une nouvelle fois assez dingue, comme l'a dit Jack Miller. On parle du plus grand constructeur de moto mondial, le plus grand constructeur en MotoGP qui possède le plus de titres de champion du monde. C'est quand même assez hallucinant. Maintenant, il faut quand même le dire, ça semble quand même bien fonctionner ce nouveau bras oscillant. Ça permet quand même à Honda pour l'instant d'être un petit peu mieux. En tout cas, Marquez a noté du positif avec cette pièce, donc ça c'est quand même bien. Peut-être qu'un jour on va voir une Honda totalement mixte, avec plusieurs constructeurs, plusieurs pièces de plusieurs constructeurs sur cette machine. Je sais pas dans quel sens ça va aller, quel est l'avenir de cette machine en termes de développement. On verra bien. Moi je pense que ça reste quand même vraiment un cas isolé et je pense pas qu'on va commencer à voir qu'Alex fabriquer d'autres choses sur cette Honda, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un petit peu la suite du développement maintenant qu'on a commencé donc à sous-traiter une pièce. Est-ce qu'on va continuer sur d'autres choses? C'est une question que je me pose sur cette machine. Allez, je voulais continuer avec une bonne nouvelle pour notre pilote français. Je vous rappelle que le chef mécanicien de Johann Zarco, le pilote Ducati, va malheureusement le quitter à la fin de cette saison 2022. Il va donc rejoindre les rangs du team usine avec Enea Bastianini. Et justement, on pouvait donc se poser cette question: qui va remplacer Marco Rigomonti? Surtout qu'on sait que le chef mécanicien a une place très importante autour du pilote et qu'ils avaient aussi quand même une relation assez forte, qui se connaissait bien. Bref, du coup, on pouvait se poser encore une fois cette question: est-ce que Johann Zarco va en pâlir de cette situation? En tout cas, maintenant, on sait qui va remplacer Marco Rigomonti et c'est quelqu'un que Johann Zarco connaît bien. Et oui, c'est Massimo Brancini qui va donc arriver aux côtés de Johann Zarco pour la saison 2023. Et pour ceux qui se posent la question, c'est l'ancien chef mécanicien Moto2 de Johann Zarco, avec lequel il a gagné 2 titres de champion du monde. Et je sais peut-être que certaines personnes se poseront la question: mais pourquoi Enea Bastianini il vient choper le chef mécanicien de Johann Zarco? C'est tout simplement parce que le chef mécanicien aujourd'hui de Jack Miller, celui qui est donc le deuxième chef mécanicien chez les Rouges, chez Ducati Usine, décide de partir avec Jack Miller. Donc il y avait un trou et on a décidé de prendre celui de Zarco pour Bestia. Bref, pour se reconcentrer sur Zarco, je trouve que c'est une superbe nouvelle. C'est du coup un retour attendu, en tout cas pour moi. C'est un chef mécanicien qui a permis quand même à Zarco de s'élever au rang de champion du monde, en tout cas en Moto2. On espère qu'avec lui, il pourra peut-être s'élever au rang
rang de champion du monde en MotoGP, voilà, on croise les doigts, bien évidemment, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Allez, pour terminer, je voulais faire un nouveau gros sujet sur Yamaha. On va donc revenir encore sur le développement de cette machine avec une nouvelle arrivée assez importante, mais surtout, on va parler moteur. Ça fera aussi suite à ma précédente vidéo où on parlait un petit peu de tout ça, parce qu'on a pu avoir une grosse déclaration de la part de Yamaha, une déclaration quand même très intrigante sur la possibilité d'un tout nouveau moteur. Bref, je vais pas plus vous intriguer, on va se faire les déclarations et comme d'habitude, je reviens là-dessus. Et on commence donc par une interrogation que j'amène aussi souvent dans mes vidéos. Est-ce que le 4 cylindres en ligne a encore de la marge de développement? Et justement donc, le projet leader de l'équipe Monster Energy Yamaha, Kazutoshi Seki, répond: je crois que nous avons toujours de la marge pour améliorer le 4 cylindres en ligne. Nous essayons de maximiser le potentiel du 4 cylindres en ligne et quand nous décidons ok, nous n'avons plus de marge, alors nous considérons un autre type de moteur. Mais c'est vrai que Yamaha a tellement ancré son développement de sa machine avec ce 4 cylindres en ligne, on se pose la question, mais est-ce que ça peut réellement arriver? Et il répond, oui, oui. Mais je ne pense pas seulement au V4, et là c'est intéressant, car maintenant la MSMA se préoccupe de l'avenir pour la durabilité, et cela doit être pris en compte. Pas seulement à court terme, mais ce sera aussi important pour le développement à moyen et à long terme. Nous essayons donc de contrôler ce type de situation et c'est très difficile. Et c'est tout, oui, c'est la fin des déclarations et je sais, on se dit, bah c'est quoi ce nouveau moteur? Dis-nous en plus. Et malheureusement, on n'aura pas la réponse parce que si c'est pas un 4 cylindres en ligne, si c'est pas un V4, bah c'est quoi? C'est quoi ce nouveau moteur? Alors on parle bien évidemment de moyen à long terme. C'est quelque chose qui arrivera dans plus longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement du MotoGP, des nouveaux carburants, on parle de possiblement des moteurs électriques ou peut-être encore des moteurs hybrides. On a pu voir énormément aussi de développement du point de vue du moteur, par exemple, en F1, donc en MotoGP, c'est une question qui va finir par se poser et bien sûr qu'il va y avoir des innovations à l'avenir et peut-être qu'aujourd'hui Yamaha réfléchit déjà à quel sera l'avenir chez la marque, chez le constructeur et c'est vrai que moi j'ai hâte de voir comment ça va se développer, surtout qu'on imagine aussi qu'on va avoir un règlement qui va quand même pas mal évoluer, le règlement mécanique, peut-être qu'aussi à l'avenir le V4 ne sera pas aussi intéressant qu'il l'est aujourd'hui avec peut-être des limitations de puissance, bref beaucoup d'interrogations, mais c'est vrai que si on en arrive à un moment dans l'avenir, donc dans les prochaines saisons, à voir une Yamaha du coup sans son 4 cylindres en ligne assez légendaire, parce que Yamaha a pratiquement construit une grande partie de sa réputation en MotoGP avec ce 4 cylindres en ligne, ça serait quand même assez hallucinant. Et ouais, donc on aura peut-être dans les années à venir une Honda fait de Kalex et de plein d'autres constructeurs, une Yamaha avec un tout nouveau moteur spécial. Bref, c'est ça aussi que j'aime et c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager cette information parce que c'est aussi la beauté de ce sport, c'est d'imaginer, d'entrevoir l'évolution de ces machines et c'est sûr que il va y avoir des bouleversements dans les années à venir. Peut-être que c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je pense que c'est aussi ça la beauté de l'évolution des motos. C'est pas tout le temps positif, hein, vous le savez, je suis le premier à critiquer les ailerons et le surdéveloppement par exemple de l'électronique en MotoGP. Il y a des choses à critiquer bien évidemment dans le développement et dans le surdéveloppement des fois de ces motos, mais je pense que c'est quand même assez intriguant et intéressant d'imaginer et d'entrevoir ce que va être le MotoGP de demain. Et je voulais terminer cette vidéo par une photo du jour qui se transforme en photo hommage à Phil Reed qui est décédé le 6 octobre et c'est l'un des plus grands champions de notre sport qui est parti. Il était donc déjà 7 fois champion du monde en Grand Prix. Il a été champion du monde dans les 3 catégories, 125 cm3, 250 cm3 et 500 cm3. Mais quelque chose qu'il faut aussi souligner, c'est ses 8 victoires au TT, au Tourist Trophy sur l'île du Mans. Quand même assez hallucinant, un palmarès incroyable, un très grand nom de notre sport qui nous a donc malheureusement quittés. Je tenais à lui faire un petit hommage. Bref, pour moi on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie donc de l'avoir regardée. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.